Salut les amis. Être grow, c'est un peu comme être un savant fou. On teste plein de nouvelles expérimentations pour trouver la solution qui va nous générer de la croissance. Quelles sont les bonnes stratégies à mettre en place? Quelles sont les méthodes qui marchent? Quel est le bon mindset à avoir? C'est l'objectif de Conseil de Growth, répondre à une problématique bien précise avec des solutions concrètes que tu peux implémenter dans ton business dès demain. Je suis Alexis Bouvet, cofondateur de la marque Tailleur et de l'entreprise Growth Hiring, et je te souhaite la bienvenue dans ce podcast qui t'apporte un maximum de conseils pour booster ta croissance. Bonne écoute! Bonjour à tous, bienvenue dans un nouvel épisode de Conseil de Growth, et aujourd'hui on est en compagnie de JB, cofondateur de Eva Boots. C'est pas une nouvelle personne du coup sur le podcast, on l'a déjà eu au tout début. Je crois que tu es arrivé dans les 15 premiers épisodes, Ouais, et tu comme es ça, la ouais. ouais, exactement, et tu es la première personne qui revient sur le podcast. C'est quand même assez Yes, ouf. I. Tu as C'est un réussi. plaisir. Et notamment parce que tu as quand même fait un exploit qui est quand même assez dingue, c'est que tu as réussi à générer 1 million d'ARR en 2 ans et à 2. C'est Ouais, quand même assez fou, que des gains. grâce à Eva Boots. Et donc voilà, il fallait absolument que tu reviennes sur le podcast pour nous en reparler. Parce que du coup, il y a 1 an, tu m'avais justement expliqué comment toi, tu avais mis en place un funnel, etc. Donc je renvoie aussi les auditeurs à cet épisode qui est quand même super intéressant de voir le avant-après. Apparemment, Donc ça a voilà. marché, du coup. Du coup, ça marche. Il y a les résultats qui sont là, donc c'est pas du fake. Ouais. Donc trop bien. Comment tu vas, JB, déjà? Ça va très bien, et toi? Bah, du coup, c'est un plaisir de revenir, hein. La première fois, c'était hyper cool, donc avec plaisir de repartir pour un deuxième épisode. Plaisir partagé, donc on remet ça. En plus, je trouve ça assez ouf, je viens d'y repenser là. Je sais pas si tu te souviens, la première fois, je crois qu'on s'est parlé, JB, j'étais en week-end pour mon anniversaire, si tu savais pas que c'était mon anniversaire, mais je me souviens de ton appel et tu m'avais demandé un feedback sur Eva Boot, et c'était il y a 2 ans. Je crois que c'était vraiment il y a Ah 2 ouais? ans, ouais, donc c'était vraiment au tout début, tu faisais un peu tes retours, feedback utilisateur et tout, donc franchement, je t'avais connu comme ça. Je me suis dit: «Ah ouais, Incroyable. trop cool», tu vois? Il m'appelle et tout, il prend grave le temps et tout machin, il fait les choses bien. Et c'est comme ça qu'on avait Ouais. parlé la première fois. Ça, c'est ouf. Ok, d'accord. Comme quoi, ça a marché aussi, les interviews utilisateurs. Ouais, tout a marché. Magnifique. Tout a marché. Bah, du coup, là, l'idée, c'est de nous expliquer justement comment t'es passé justement à ces 1 million d'ARR. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Yes, bah écoute, effectivement, vu que là, on est arrivé à ce chiffre, j'ai un peu réfléchi à la technique qui est cool. Généralement, si tu dis qu'est-ce que je dirais à moi-même il y a 2 ans si je devais tout recommencer, tu vois. Ouais. J'avais un peu réfléchi à ça. Et du coup, en fait, ce que je me suis dit, c'est il y a 4 points. Donc, en gros, une boîte, c'est des fondateurs, un produit, un business model et des channels d'acquisition. OK. Et tout ça doit être aligné avec ton marché. Donc, en fait, pour moi, si tu veux faire une boîte qui marche bien, tu as 4 choses à aller chercher. Un founder market fit, un product market fit, un modèle market fit et un channel market fit. Et ça, c'est dans l'ordre chronologique, c'est-à-dire que tu vas aller chercher les uns après les autres. Et aujourd'hui, si je devais faire un peu une recette pour faire 1 million d'ARR, tu Mmh. vois, en plus là, il y a une cuisine en En arrière-plan, plus, c'est à la parfait. cuisine, c'est parfait. C'est la recette. Et bah ouais, ça serait ça en gros. Ça d'aller chercher tous ces fits là, parce qu'on parle beaucoup du product market fit. Ouais, En c'est fait, vrai. il y a beaucoup de fits à aller chercher, tu vois. Rien que le founder market fit, pour moi, c'est un sujet vraiment qui me tient beaucoup à cœur. Je trouve qu'on n'en parle pas assez. Mmh. Pareil, le business model, le pricing, on n'en parle pas assez du tout. Channel d'acquisition un peu plus, mais pas trop encore. En tout cas sur le channel market fit. Donc voilà, si je devais OK. tout recommencer, ce serait ces 4 points en gros que j'aborderais, quoi. Trop cool. Bah, je suis carrément chaud qu'on aille, du coup, dans le détail de ces 4 points, Ouais. et on commence du coup par le founder market fit. Qu'est-ce que tu entends par là? Ok, founder market fit, en gros, c'est est-ce que tu es la bonne personne pour faire cette mission, ce projet. Mmh. Il y a 2 étapes déjà. Bah, déjà, première étape, la base, c'est pourquoi tu veux entreprendre. Entreprendre, c'est dur. Donc, en fait, si tu n'as pas des motivations profondes et solides, tu vas abandonner. Typiquement, là, tu vois, devenir entrepreneur, lancer une boîte, c'est devenu un peu stylé, tu vois. C'est Mmh. dire, ah ouais, là, j'ai ma boîte, j'ai ma startup, etc. Tu peux un peu faire le mec en disant ça, tu vois. C'est cool à dire. En soirée, c'est cool, tu vois. Mmh. Sauf qu'en fait, si tu bases ton envie d'entreprendre sur le besoin de reconnaissance des autres, ça, c'est très, très faible comme Ouais. motivation. Et si jamais c'est ta seule motivation et dès que ça va devenir dur, tu vas abandonner.
Donc déjà, quelles sont tes motivations à devenir, déjà à faire un projet? Donc pour moi, en fait, il y a besoin de reconnaissance, c'est carrément trop faible. Il y a trois trucs. Il y a trois trucs. En gros, pour moi, il y a argent, passion, impact. Tu vois. Mhm. L'argent, ça peut être une motivation en soi. Il n'y a il y a pas de honte à avoir du tout. Mhm. Tu es passionné par le sujet ou tu vas avoir un impact sur la société, sur le monde. Je te donne un exemple. Typiquement, quand j'ai commencé, tu vois, j'ai démissionné, j'avais pas le chômage, j'avais 300 euros de prêt à rembourser par mois. Ces mensualités, elles allaient passer à 800 euros par mois en septembre. Mhm. Donc la motivation était facile à trouver. Il fallait que je gagne de l'argent très vite. Tu vois. Et ça a été une super pression en fait parce que quand t'as pas le choix, c'est beaucoup plus facile. Tu vois. Mhm. Imaginons que t'es blindé, tu veux lancer une boîte, faut que tu trouves autre chose parce que t'as déjà l'argent en fait. Tu vois. Mhm. Donc faut trouver d'autres motivations. En gros, trouver des motivations solides déjà. Trouver déjà pourquoi tu veux entreprendre, ça c'est important. Et ensuite, la deuxième étape, c'est est-ce que tu es la bonne personne pour ce sujet. Est-ce que tu vois, typiquement, il y a des couples, tu vas dire, ah, ils vont trop bien ensemble, et l'autre, tu vas dire, mais qu'est-ce qu'ils foutent ensemble, ça va pas du tout, ça marche pas, tu vois. Et tu le ressens un peu de l'extérieur. Tu te dis, lui, là, dans ce marché-là, bizarre, tu vois. Il y a un truc Mhm. qui colle pas. Et il y a, au contraire, d'autres gens, tu vas dire, ah, mais c'est une évidence, évidemment, qu'il fait ça, on va dire, il pue un peu le sujet, tu vois. Mhm. Mhm. Moi, je te donne un exemple très concret. Première boîte que j'avais lancée, c'était une application de psychologie en ligne. Ça s'appelait Shambhala. Et en gros, ça te permettait de consulter des psychologues en ligne sur une application. Ouais. Mais en fait, du coup, nous, on faisait face à beaucoup de gens qui étaient dans une détresse, qui avaient besoin de conseils professionnels, etc. Et en fait, nous, on n'était pas du tout qualifiés pour ça, tu vois. Mhm. Et on se sentait un peu bizarre de lancer un produit comme ça alors qu'on n'était pas psychologue nous-mêmes. Et tu vois, on sentait qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Et au final, on a fini par abandonner le projet parce qu'on s'est dit non, en fait, ça, c'est un projet, il faut que ce soit des psychologues qui le lancent, tu vois. Il faut qu'il y ait au moins un psychologue dans l'équipe. Parce que malgré, en fait, le truc, c'est, tu peux avoir des bonnes intentions. Nous, on avait des bonnes intentions, on voulait vraiment faire un truc qui aide les gens, etc. Mais tu peux avoir les bonnes intentions, mais pas être la bonne personne, tu vois. Mhm. Et c'est important, en fait, de trouver. Et le secret, c'est en fait, dans quel marché je suis, tu vois. De quel marché je fais partie déjà, tu vois. Mhm. Et là, typiquement, je m'étais pas forcément rendu compte, mais en fait, ça faisait 4-5 ans que je m'intéressais beaucoup au gros, que je testais des outils, je faisais des automatisations LinkedIn, à l'époque où tu pouvais ajouter 1000 personnes par jour. Je jouais pas mal avec ce truc-là, j'avais des potes dans le gros, etc. Je m'étais pas forcément rendu compte, mais en fait, ouais, c'était un peu, avec le recul, une évidence de faire un produit là-dedans, parce qu'en fait, tes clients potentiels sont tes potes, en fait, Mhm. typiquement. Ou alors, tu règles ton propre problème. Tu vois, typiquement, nous, sur la psychologie, bah, on n'avait pas forcément besoin de ça, mais on l'avait fait quand même. Mhm. Et alors que là, sur Everboot, c'était un truc, c'était Robin, quand il a créé le truc, c'était son propre problème. Et moi, je m'intéressais au sujet aussi, donc je savais que ça intéressait les gens. Tu vois. Ouais. Donc, très important de trouver un truc pour lequel ce soit une évidence pour toi, un marché dans lequel c'est une évidence de lancer un produit pour toi, tu vois, dans lequel tu fais Ouais. déjà partie, en fait. Et ça, je suis assez d'accord, tu vois. Je fais écho à ce que tu dis. Moi, là, je suis en train de vivre exactement ça, tu vois, avec Tailleur. Tu vois, c'est une boîte que j'ai créée et qui fait des Ouais. costumes à base de matière recyclée. Donc, j'ai créé avec Paul. Ça fait 2 ans et demi qu'on est sur le projet. On fait pas mal de protos, c'est un side et tout, etc. Mais en fait, là, on s'est rendu compte, en tout cas, moi, je me suis rendu compte que c'est beaucoup plus le B2B qui m'intéresse, le marché du digital et pas du tout, en fait, le produit et du B2C. Donc, tu as totalement l'inverse Hmm. de Tailleur. Et du coup, tu vois, j'en ai pas mal parlé avec Paul, etc. Et en fait, voilà, on s'est rendu compte que, bah voilà, c'est pas ce type de marché que j'ai envie Hmm. d'adresser et je serais pas le bon CEO, tu vois, Hmm. pour porter cette boîte. Donc là, tu en es en train de trouver quelqu'un qui va me remplacer et ça fait totalement écho avec ce que tu dis. Donc ouais, je m'identifie vraiment à ça, ouais. Hmm. Ouais, ça, exemple parfait, c'est. En fait, potentiellement, tu vas bosser 10 ans sur le sujet. Parce que, tu vois, au moins, au minimum, si ça marche, tu vois, si ça marche, ça peut durer, ouais, ça peut durer 10-20 ans. Tu vois. Ouais. Donc, faut un truc sur lequel tu peux rester 10 ans sans t'ennuyer, tu vois. Donc, faut quand Mhm. même que ça soit des trucs hyper profonds, hyper ancrés dans tes motivations. Et du coup, ouais, quand tu as trouvé ça, on va dire, sur la partie Founders, j'imagine que bah, c'est le produit qui vient après. Et donc, ce Ouais. product market fit qu'on entend beaucoup, un peu à droite à gauche, Ouais. comment toi tu le définirais? Moi, je dirais, c'est quand tu as réussi à construire quelque chose que les gens veulent. C'est Mhm. très simple, et tu vois, la devise de Y Combinator,
Mhm. c'est make something people want. Donc faire un truc que les gens veulent. Ça peut pas et ça peut paraître, c'est quand même le meilleur incubateur du monde entier. Et leur devise, c'est make something people want. Donc tu vois à quel point c'est évident, mais en fait tout le monde l'oublie quoi. Tu vois. Et t'as beaucoup de gens qui typiquement, il y a le truc de la vision de moi j'ai cette vision d'un produit pour le marché, ça va grave marcher, etc. En fait tout le monde s'en fout de ta vision des choses. Tu vois. Ta vision, elle existe que dans ta tête, elle n'est pas partagée par, enfin, elle est peut-être partagée par personne. La seule vérité, c'est celle qui sort de la bouche des clients. Tu vois. Mhm. Et là, du coup, pour trouver le produit market fit, il faut devenir son marché, quoi. Il faut passer tellement de temps avec tes clients que quand ils te répètent un truc, tu te dis, ah putain, ça, je l'ai déjà entendu 15 fois, j'en ai marre, tu vois. Ça, là, je pense que la vraie métrique de quand tu connais ton marché, c'est t'apprends rien quand tu parles, t'apprends plus rien quand tu parles à un nouveau client presque, tu vois. Mhm. Si tu te dis, ah oui, le même problème, le même, etc., ils veulent les mêmes choses. Quand tu arrives à ce niveau-là de connaissance de ton problème et de ton marché, là, ça veut dire que tu peux construire un produit qui va avoir un produit market fit. Le conseil que je donnerais, et c'est ce qu'on a fait un peu, alors honnêtement, un peu sans faire exprès. On avait un peu cette idée, mais c'était pas ultra conscient à l'époque. C'est de pas écrire une seule ligne de code avant de parler à 100 personnes, quoi. Ouais. Avant d'avoir une Ok. idée très claire de ce que tu veux faire. Nous, on a fait deux choses pour ça. Donc, premièrement, il y a eu un post LinkedIn qu'on avait fait un peu par chance. Le truc avait pété. Bon, c'était le Covid, tout le monde était chez soi, etc. Mais en fait, on a fait, suite à ce post LinkedIn, on a fait genre entre 150 et 200 calls pendant 2 semaines. Et le truc marrant, c'est que j'avais. Je crois que je t'avais peut-être déjà raconté ça la dernière fois que j'avais oublié de désactiver le midi dans le calendrier. Du coup, de 8h à 18h, on était avec des sandwichs en train de faire des. on n'avait même pas de pause déj, tu vois. Ouais. Et du coup, on a tout noté dans Notion. Et quand on a commencé, on avait énormément de matière, quoi. Mhm. On Et avait tu as fait un énormément post sur quoi? C'est sur le pain en particulier? Tu as ciblé un pain et tout, et Ouais. tu disais, est-ce que vous aussi vous identifiez? C'était quoi? Donc là, je recommande fake it until you make it. Donc tu fais semblant que tu as déjà le truc qui existe. En gros, tu décris le problème. Ah oui, ça fait mal, etc. J'ai une solution. Tu décris la solution. Si vous voulez tester la solution, mettez un commentaire. En fait, la solution, tu l'as pas et tu arrives en call et tu dis, bon, en fait, voilà, la solution, elle n'est pas terminée. On a besoin de feedback pour la terminer, tu vois. Mais c'est important de montrer que il y a une solution tangible qui existe parce que ça va motiver les gens à faire l'action de de commenter et de faire le call. Parce que Ouais. si tu dis, ah les gars, j'ai une idée, il n'y a rien, bah, les gens vont faire, bon, encore un mec qui a une idée, est-ce que je vais faire un call avec lui? Mhm. Pas ouf, tu vois. Alors que si tu dis, ah, j'ai commencé à faire un truc, etc., même si c'est pas à 100% vrai, et ben ça va motiver à faire le call. Et quand tu vas voir les gens en call directement, ils vont faire, ah, en fait, il y a pas de produit, bon, moi, c'est pas grave, je suis chaud pour donner des feedbacks, tu vois. Ouais. Bah, t'as une histoire qui est assez sympa, celle de Dropbox. Je sais pas si tu vois un peu l'histoire de Ouais. Dropbox. Le mec, pareil, il avait une idée de justement gestion de fichiers et tout comme ça. En fait, il avait simulé un truc, tu vois, il avait fait une sorte de fausse démo, comme si le produit existait, mais il lui a rien du tout développé. Et je crois que le truc avait explosé. Pareil, il avait mis ça sur un forum. Il y a eu je sais pas Ouais. combien de milliers de personnes qui étaient inscrites. Et en fait, il allait voir les investisseurs en disant, bah voilà, moi j'ai des dizaines de milliers de personnes qui sont trop chauds pour ma solution. J'ai pas d'argent. Est-ce que vous êtes chaud pour financer ce projet? Mm. Et c'était assez ouf. C'est clairement la bonne méthode. Enfin, aujourd'hui, on vit dans un monde quand même incroyable où tu peux vendre un truc qui n'existe pas. Mm. Avant, tu pouvais pas faire ça. Aujourd'hui, tu peux faire un site, tu peux faire même sur des produits physiques. Hein, je sais pas si tu vends des t-shirts, tu peux juste faire des designs et les gens peuvent précommander. Tu n'as même pas commencé à imprimer un t-shirt. Tu vois. Et ça, c'est absolument un truc qu'il faut leverage quand tu lances une boîte. Tu peux avoir un produit market fit sans produit presque limite. Les Mhm. gens peuvent adhérer à l'idée du produit. Tu peux avoir un product ID market fit un peu, tu vois. C'est avant d'avoir le produit, tu vois. Et comme ça, quand tu fais le produit, bah en fait, t'as directement le produit market fit. Ouais, exact. Et Et ça, du coup, ouais, c'est assez ouf. t'as appelé tout le monde, un à un, t'as passé les calls, etc. Vous avez fait à peu près 200 calls, ce que tu me dis. Et puis après, ça vous a permis d'avoir justement un peu plein d'idées, en gros, pour peaufiner ce produit et le Ouais, créer. c'est ça. Bah, en fait, il y a deux phases. Il y a la phase. En fait, le truc, c'est que sur les calls avant, les gens vont juger ton produit sur de l'abstrait. Tu vas dire, ah, le produit, il fera ça, etc. Ils disent, ah, c'est cool, bah, bon, un produit qui fait ça, je le veux. Et après, tu arrives dans la phase où là, tu as ton produit développé, et là, il commence à bugger, etc. Et là, tu as des vrais feedbacks sur, ah, quand j'ai cliqué là-dessus, ça marchait pas, etc. Mhm. Donc ça, pour le coup, nous, ça c'est un peu la deuxième phase de feedback. C'est quand nous, au début, sur les premiers utilisateurs, on demandait le téléphone.
Ok. Et genre, dès qu'il y a un mec qui lançait un scrapping, je prenais mon téléphone, j'appelais, je faisais est-ce que ça s'est bien passé ou pas? Tu vois? Mais genre, littéralement, la personne, elle venait de lancer, elle disait ah bah ça tombe bien, là j'ai le nez dans le fichier Excel, donc je peux te faire les retours directs. Et en fait, ça, on avait des retours ultra à chaud, Mhm. comme si on avait tapé sur l'épaule à chaque fois que tu lançais une extraction avec Yavaboot, tu vois. Ah, c'est drôle ça. Et là, du coup, retour hyper quali parce que les gens étaient devant le fichier. Du coup, c'est pas en mode attends, je retourne devant mon ordi, faut que je retrouve le fichier. Là, c'était carrément en train de faire l'action, tu vois. Mhm. Du coup, si tu arrives à. C'est un truc que je recommande aussi, si tu arrives à choper le numéro de téléphone et à appeler les gens au moment où ils sont en train d'utiliser dans ton produit, en faisant un petit trigger, je sais pas, tu te mets un mail, tu te mets n'importe quoi comme notification, tu te dis appelle machin, direct, bam, 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 et là toute la journée. Je me souviens, pendant une semaine, j'avais fait que ça, toute la journée. Après, je le faisais un peu de manière un peu plus sporadique, tu vois, mais une semaine, j'étais H24 au téléphone, quoi. Mhm. Là, j'ai compris la douleur des SDR qui faisaient des calls toute la journée. Franchement, je respecte beaucoup plus les sales depuis que les sales qui font la prospection téléphonique depuis que j'ai fait ça parce que franchement, c'est pas simple. Ouais. Mhm. Et en plus, petite parenthèse, mais du coup, Eva Boots, vous avez quasiment pas fait de prospection. Vous avez fait pas mal de calls, de retours de clients, etc. Mais est-ce que vous avez fait beaucoup de prospection? C'est plutôt l'inbound en fait qui est venu à vous. Bah, nous, en fait, quand tu commences sur un SaaS B2B, en fait, pour être quasiment obligé de faire la prospection parce qu'en fait, c'est comme ça que tu vas choper du feedback. En fait, tu as besoin de relations qualitatives, tu as besoin de passer du temps avec des gens, tu as besoin de faire des calls, etc. Mhm. Donc, pour moi, quoi qu'il arrive, au début, faire la prospection. Ok. Quel que soit ton produit, même si c'est un produit pas cher, parce que tu as besoin de parler à des gens, en fait. Et Mhm. nous, après, on a arrêté la prospection et on a commencé à faire du contenu parce qu'on avait un début de product market fit. Et du coup, ça, j'en parlerai après dans ce qui est Mhm. modèle market fit. Mais c'est pas viable, en fait, pour nous de faire des calls avec des gens si on vend un produit à 20 balles. Ouais. Ouais. Donc, en fait, c'est une question de survie pour le business d'être en self-service, tu vois. Ouais, totalement. Ouais. Mais Mhm. effectivement, quand tu es dans cette phase de récupération de feedback, tu limite pas dans la vente en fait. Là, on n'est pas dans une phase de vente, on est dans une phase d'aller chercher des bêta-testeurs et de construire le produit pour avoir ce produit market fit. Parce que les 3 premiers mois de ton produit, il va exister, tu vas peut-être avoir les premiers clients, mais tu n'auras toujours pas de produit market fit. Tu vois. Ouais. Donc il faut rester dans ce mindset. Et puis c'est un sentiment assez évident quand tu l'as. Tu vois. Quand tu es un peu dépassé par les événements typiquement, je trouve que c'est ça la meilleure métrique du product market fit. En fait, c'est quand tu subis, tu vois. Nous, Mhm. typiquement, là, les 200 calls, on a subi, tu vois, on dira comment on va faire, etc. Tu as cette image de. T'as des gens qui essayent de faire monter la pierre en haut de la montagne. Et Ouais. du coup, il faut la pousser, etc. Et le product market fit, c'est t'as la boule qui descend la montagne à toute vitesse et toi, tu essaies de la contrôler comme ça pour pas que ça casse, tu vois. Ouais, Le je vois, ouais. product market fit, c'est ça, c'est subir la pression des clients, tu vois. Ouais, c'est vrai qu'en vrai, si tu te demandes si tu as un product market fit ou pas, c'est-à-dire que tu en as pas. Ouais, Si tu te c'est poses la ça. question. Ouais, c'est exactement ça, C'est je suis ça. assez d'accord avec toi. Ouais. Et Success is obvious, comme disent les Américains. et du coup, bah, tu parlais, bah, du 3e pilier qui est le modèle market fit. Ouais. Ça, très compliqué aussi de trouver son business model. En plus, par rapport au marché, comment tu fais, toi? Ça, c'est vraiment le sujet le moins documenté, alors que c'est le plus important de la Terre. Genre, genre il y a aucune ressource sur. Aujourd'hui, tu vois, tu penses à. Est-ce qu'il y a je sais pas, un influenceur ou une boîte ou n'importe qui est vraiment une référence là-dessus? Et bah, Moi, j'ai franchement, tu que en vois. tête Oussama Hamar, tu sais, genre sa Ouais, conférence où il dit bah, double prix. Mais c'est ouais, vrai c'est que ça. j'ai pas Bah, plus sûr. Je suis assez d'accord. alors, c'est un très bon conseil. Nous, on l'a fait et ça a marché. Ok. Mais bon, ça reste léger quand même. Tu vois, par rapport à je veux dire, l'ampleur du sujet. Typiquement, alors c'est pour ça que je disais qu'il faut faire founder. En fait, pour produire un produit market fit, il te faut un founder market fit parce que tu vas bien connaître ton marché, tu vas trouver un bon produit. Pour trouver ton modèle market fit, donc le business model qui va plaire à tes clients, il faut trouver un peu son produit avant, comment il va fonctionner, etc. Parce que ça va vraiment définir aussi la manière dont tu fixes ton business model. Typiquement, tu vois, je te disais, si tu sens que ton produit va être self-service, il va être moins cher, etc. Si tu sens que ton produit, il faut un onboarding avec un humain, un sales, bah, il va être beaucoup plus cher. Tu vois.
Donc le produit influe directement sur le modèle aussi. Mhm. Donc je te disais qu'il y avait des personnes qui étaient trop une référence sur le sujet. En fait, il y a une boîte aux États-Unis qui le fait, Ok. qui s'appelle Profitwell. Profitwell. Ok, bon, on Profitwell, ouais, retient. Ok. franchement, vous pouvez aller regarder leur blog. Ils ont fait plein d'études sur comment pricer, etc. Et typiquement, ils ont fait une étude, et je trouve que là, c'est hyper parlant. C'est qu'en fait, ils ont fait une étude, c'est sur les trois manières de faire grossir un business, qui sont l'acquisition, la monétisation, donc le pricing, et la rétention. Ils ont dit, qu'est-ce qui se passe quand que tu fais un effort d'1% sur chaque pilier. Bah, Mhm. ils ont vu que quand tu fais un effort d'1% sur l'acquisition, tu as 3% de croissance. Quand tu fais un effort d'1% sur la rétention, tu as 6% de croissance. Et quand tu fais un effort d'1% sur la monétisation, tu as 12% de croissance. Donc en Ok. gros, l'étude derrière ça, regardez pour le site de Profitwell, c'est plus détaillé, mais derrière ça, c'est qu'en fait, c'est que la monétisation est le levier de croissance le plus important, alors que c'est le plus sous-coté. Tout le monde est hyper focus sur l'acquisition, un peu moins sur la rétention qui devient un peu plus populaire, et quasiment personne sur la monétisation. Et après, ils ont fait une autre étude qui est marrante, c'est quel est le contenu qui est produit par les grosses. Et genre, ils ont fait une étude de tous les posts qui sont sortis sur des sites web de blogs, de boîtes, etc. Et tu as 70% des contenus qui sont sur l'acquisition, 20% sur la rétention et seulement 10% sur la monétisation. Mhm, mhm. Donc en gros, c'est le sujet le plus important, mais qui est le moins abordé. Tu vois. Ok. Et donc, comment tu fixes un bon pricing? Honnêtement, c'est assez chaotique hein, comme process. Il y a des pièges, à éviter, je pense. Déjà, c'est que quand tu commences, tu as toujours tendance à te sous-estimer. Mhm. Tu dis ah, excusez-moi, je suis là, je viens d'arriver, je suis nouveau, mais vous inquiétez pas, je suis pas cher, je vais déranger personne. Tu vois. Tu vois. Et nous, typiquement, tu vois, aujourd'hui, on a un plan à $100. Bah, il était à 29 au début. Ouais. Donc, on a quasiment quadruplé les prix depuis le début. Et il s'est rien passé du tout. Tu vois. Donc, le truc de Oussama Mar doubler les prix, ouais, il faut le faire en fait. Mhm. Surtout au début, surtout le premier mois. Le premier mois, je recommanderais de changer les prix limite faut changer au début, changer le prix toutes les 2 semaines, tous les mois quoi. En fait de monter, en fait, faut toucher le plafond. Tu montes, tu vois, ça continue, ah bah il se passe rien, ça continue à vendre. Mhm. Et une fois que tu touches le plafond, tu te dis ah là ok, là on peut s'arrêter. Parce que généralement, ce qui bloque les gens, c'est qu'ils ont peur de la réaction des gens, tu vois, en disant ah non mais c'est un scandale, etc. Pourquoi vous augmentez ça? Et en fait, il faut être prêt, ça conseille un peu pareil, entrepreneuriat en général, à être prêt à affronter la violence, tu vois. Mhm. Mhm. Tu vas monter tes prix, il y a peut-être des gens, ils vont t'envoyer des mails d'insultes, tu vois. Ils vont te dire, ah, vous êtes des voleurs, nan, c'est quoi ça et tout. Mais en fait, il faut être prêt à encaisser ça Mhm. et le regarder un peu de l'extérieur comme un truc scientifique, de pas dire, ah, avec des gens qui sont énervés, etc., faut qu'on réagisse tout de suite. C'est, ah, ok, là, on a changé le pricing. Il y a 20% des users qui nous ont insultés. Il y a, il y a 20% des users qui ont rien dit du tout. Il y a 20% des users qui ont upgrade leur plan, carrément, j'en sais rien, tu vois. Mhm. Mais en fait, de pas rentrer dans l'émotionnel, tu vois, par rapport à la réaction des gens. Ok. De rester un peu stoïque face au truc et d'avoir une approche scientifique. Et en fait, et ce qui est aussi hyper intéressant, c'est il vaut mieux énerver les gens que être dans l'indifférence. Parce qu'en fait, l'énervement, c'est une différence entre ce que tu voulais avoir et ce que tu as eu, tu vois. Donc en fait, si la personne est énervée, ça veut dire qu'elle veut vraiment le produit, tu vois ce que je veux dire. Ouais. Parce qu'en fait, si tu augmentes le produit, que tout le monde s'en fout de le prix et que tout le monde s'en fout de ton produit, et bah tout le monde s'en fout, tu vois. tu peux le mettre à 300 balles, de toute façon personne ne veut l'acheter, tu vois. Ouais. donc si tu montes les prix et que les gens sont énervés, bah, c'est un petit signe de product market fit parce que les gens sont énervés que ça soit trop cher et ils ont envie d'utiliser, tu vois. Ouais, c'est qu'il y a un vrai besoin et que ça répond au pain, quoi. C'est ça, tu vois. Donc ma reco là-dessus, ça serait surtout ouais, au début, augmenter jusqu'à ce qu'il y ait des gens qui te disent ah c'est un peu trop. C'est un peu comme Apple. Pour moi, Apple, c'est vraiment la référence du pricing parce que tout le monde achète des iPhones, tout le monde achète des Mac, mais tout le monde dit que c'est un peu cher, tu vois. Tu vois, Apple, ils ont un truc, ah, le dernier iPhone, il est un peu cher, mais je vais l'acheter quand même. Ouais. Il faut qu'ils arrivent à rentrer dans cette zone-là, cette zone de, ah, c'est cher, mais j'achète quand même. Mhm. Et Mhm. si tu arrives à être là-dedans, là, c'est parfait, tu vois. Ouais, et j'aime bien le côté un peu scientifique, comme tu dis, tu vois, d'expérimenter, Mm. genre, pas d'émotion, no emotion, juste analyse la Ouais, data, quoi. Mhm. c'est ça, surtout, surtout sur le pricing, c'est un truc qui va. Parce que en fait, ton pricing, c'est le truc qui scale le plus parce que tu vas le multiplier par ton nombre de clients. Ouais. Tu vois. Donc c'est énorme le scaling. Si tu fais 10 € sur 1000 clients,
tu vois, c'est l'impact, il est énorme, tu vois. Donc, il ne Mhm. faut pas du tout négliger, même 5 euros, même 10 euros, même, et encore pour les boîtes qui vendent des produits plus chers, ça peut être des. Tu vois, sur la Sales Enterprise, par exemple, tu vois, l'élasticité la sensibilité au prix, elle est Ouais. beaucoup plus faible. Donc, tu peux très bien, genre, par exemple, quand tu vends du service, tu peux très bien rajouter 50K sur la facture, peut-être, tu vois. et Danone, ils vont payer facile. Ouais. 50K, c'est rien pour eux, tu vois. Mhm. Donc, et pareil pour les freelances, et ça arrive souvent en freelance de se sous-pricer un peu. Franchement, moi, je recommande, tu vas à la confiance avec des clients, tu te dis, tu te augmentes ton TJM de 300 balles et tu vois ce qui se passe en face, tu vois. Et ça se trouve, il y en a, ils vont dire, ah bah oui, pas de souci. Tu vois. Faut y Ouais, aller à la conf un peu, en fait, quoi. ouais, faut tester en vrai, hein. De toute façon, Ouais. si tu testes pas, tu resteras toujours au même prix. De Et toute façon, donc, il y a pas de. C'est ça, en fait, le pricing, c'est vraiment un truc, il n'y a pas de prédictabilité, tu vois. Mhm. Donc en fait, c'est un process chaotique, il faut l'accepter. Et quand tu es dans le chaos, la seule manière de tester des trucs, c'est de tenter à la confiance, tu vois, et de voir ce qui se passe. Parce que tu peux pas dire, tu peux faire la technique du ah oui, eux ils sont pricés à peu près comme ça, faire des benchmarks un peu avec la concurrence, mais ton produit sera jamais exactement pareil, ton marketing sera jamais exactement pareil. Donc Mhm. faut vraiment essayer de se dire quel est le bon pricing qui va à ma boîte, tu vois, et pas simplement copier-coller un truc. Parce que ça se trouve, tu passes à côté d'une grosse opportunité, en fait. Ouais. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Mm. Et, euh, et après, le dernier pilier, si je dis pas de bêtises, c'est le Channel Market Fit. Ouais, Donc Channel j'imagine c'est Marketing. un peu sur la partie acquisition, communication, même peut-être avec tes users. Vous, qu'est-ce que vous avez mis en place avec Eva Boots qui a fait que ça a marché? En plus, moi, j'avais bien aimé, je me souviens, tu vois, le fait que tu utilises Eva Boots, pour ceux qui connaissent pas, c'est une solution qui va te permettre d'extraire de la donnée, notamment de SalesNav, donc très niché hein, quand même comme product. Ouais. Et du coup, tous tes utilisateurs, ils utilisent LinkedIn, logiquement. Et je me souviens, tu m'avais envoyé un petit message, je pense automatisé, mais sur LinkedIn en me disant, est-ce que tu as eu un problème justement sur l'outil? J'ai vu que tu n'avais pas lancé de scrap depuis une semaine. Et en fait, tu as trouvé un canal qui est quand même plus intéressant ou sur lequel moi j'étais plus susceptible de répondre que par mail, par exemple. C'est ça, ouais. Bah, c'est. Il y a deux choses là-dedans. C'est que là, on retourne un peu dans le product market fit qui est que même quand tu l'as, typiquement, nous, là, on a l'impression de, bon, quand même d'avoir à peu près un product market fit là. Mhm. Euh, En fait, c'est aussi un process continu. C'est pas tu l'as et tu l'as pour toute la vie. Tu vois. Mhm. Ça peut changer, le marché peut évoluer, donc il faut faire attention à le garder. C'est pour ça que nous, on n'appelle plus les gens. Par contre, on envoie des séquences automatisées, plutôt qui vont être des séquences d'activation et de feedback pour toujours. En fait, on a créé un système qui fait qu'on a 20 feedbacks par jour, tu vois, Mhm. qui arrivent, voire plus. Avec des est-ce que tu as lancé un scrapping, est-ce que ça s'est bien passé, t'as pas lancé scrapping, pourquoi, et là on a des feedbacks, ah ça a bugué, ça correspond pas vraiment à mes attentes. Donc, en fait Ok. tu crées un espèce de système une fois que tu as la première phase assez on va dire guérilla de j'appelle tout le monde. Il faut que tu crées un système pour maintenir ce retour de feedback en continu, être sûr de garder le product market fit. Donc ça fait partie de ça fait partie de ça. Effectivement, LinkedIn, du coup là typiquement il y a un bon on pourrait dire Channel Product Fit, tu vois, entre EvaBoot, les clients d'EvaBoot, ils sont sur LinkedIn. Du coup, ils traînent souvent sur LinkedIn, donc ils vont plus répondre sur LinkedIn que par email. Et ça se vérifie parce que nous, sur nos séquences là d'activation, le taux de réponse par email, il est de 10 et le taux de réponse sur LinkedIn, il est de 50%. Tu vois. Ouais, c'est ouf. Donc il y a une différence assez énorme là-dessus. Ça, c'est un petit aparté. Et si on revient sur le channel Market Fit, du coup, ça va pas mal être lié aussi au modèle. C'est pour ça que j'avais mis dans cet ordre-là. Parce que c'est compliqué de choisir des channels sans avoir son modèle. Typiquement, nous, on est pas cher, self-service. Donc, on va pas faire de call. Parce que, imaginons, moi, je dis, OK, 1 heure de mon temps, c'est 100 euros. Mhm. Ça veut dire que si je fais une démo, je fais 2 démos de 1 demi-heure. Ça veut dire qu'avec ces 2 démos, il faut que je vende plus de 100 euros si je veux être rentable. Mhm. Donc, vu que nos produits ils vont de 19 à 3000, si je vends 2 fois 19, en fait, j'ai fait 2 calls pour vendre 40 balles, tu vois. Et ça, c'est. Après, je peux qualifier avant, etc. Mais là, aujourd'hui, on a même des gens qui achètent des abonnements à 2000 euros sans faire de call. Ok. Donc nous, c'est adapté au produit, on va dire. Tu vois. Si jamais tu es une agence, tu peux pas être service. Il faut que tu fasses un call parce que tu vends de l'humain. Mhm. Donc tu es obligé de faire des calls. Tu vois.
et c'est ton business model. Donc, il y a une grosse influence. En fait, le business model va presque définir en premier lieu tes channels. Parce que si tu es en self-service, tu vas faire de l'inbound directement. Et si tu es en vente d'entreprise, tu vas plutôt faire de l'outbound. Et après, les deux ne s'opposent pas, tu peux faire les deux en même temps pour qu'elles se nourrissent, tu vois. Mais ça va avoir un gros impact. Et après, sur le test, donc, comment choisir ce channel d'acquisition? Moi, je recommande vraiment de début d'être dans une phase très ouverte, tu vois. C'est ce qu'on a fait au début, on a testé un prospection, on a un peu testé d'ADS, tester du SEO, tester du YouTube, et se dire voilà, qu'est-ce qui marche en fait, tu vois. Et peut-être pas partir avec trop de préjugés, parce qu'il y a des trucs qui peuvent marcher. Typiquement, le post LinkedIn, je pensais pas du tout que ça allait marcher, tu vois. Le truc, il a fait 200 likes, tu vois, donc tu peux avoir des bonnes surprises. Ouais. Donc au début, une première phase un peu d'exploration, en disant voilà quels sont les channels les plus susceptibles de marcher, voilà, je vais tester ça. Et une fois que tu vois que, ok, en fait, quand je mets 1 dans le SEO, ça fait 10, et quand je mets 1 dans la prospection, ça fait 3. Donc, on va plutôt garder le SEO, tu vois. Et dans la première phase, après, comme je t'avais dit, dans la première phase, tu as toujours de la prospection quand même, parce que là, tu as envie de créer du lien, surtout sur des produits B2B. Mais si t'es pas cher, effectivement, il vaut mieux partir sur SEO, YouTube, du contenu directement. Parce qu'en fait, ce qui est cool avec ça aussi, c'est que tu as Ahref. Je me inspire pas mal d'Ahref sur l'acquisition, parce que pareil, c'est que du self-service, et pourtant ils vendent des gros paniers moyens. Et t'as Tim Solo, celui qui s'occupe du marketing là-bas, il parle de pré-boarding. En fait, pré-boarding, c'est t'apprends à utiliser le produit avant de t'inscrire. Tu vois. Ok. Et en fait, tout ce qui est article, blog, etc., nous, typiquement, t'arrives sur Evaboot, t'as déjà regardé la vidéo, t'as pas d'onboarding, t'as pas besoin de faire un onboarding dans le produit, t'as vu 5 vidéos où je t'explique comment ça marche. Donc en fait, t'es éduqué avant de sign up. Tu vois. Ouais. Et ça, pour un produit self-service, c'est pas mal. Ouais, et puis t'as la version Ahref aussi, ils ont ce truc-là où tu peux, je crois qu'ils ont une version où tu mets un site internet, paf, ils te fait un petit rapport en 2-2, très rapide. Ça te permet d'utiliser un peu l'outil. Tu sais, tu vas utiliser une fois, tu vas fermer la page et tu vas plus jamais le voir. Et puis après, 2-3 semaines après, tu vas te dire, ah ok, bah, en fait, il me faudrait peut-être un logiciel. Et tu te souviens que tu avais testé déjà le produit et c'est vrai que tu es assez sensibilisé. Déjà, Evaboot, c'est pareil, tu as ce système de crédit aussi un peu avant. Et puis même, comme tu disais, tu fais énormément de contenu. Un petit hack que j'avais bien aimé aussi de ton côté, c'est parce que, à savoir, tu as 80%, je crois, de tes users qui sont aux États-Unis. Mais en tout cas, anglophone. Ouais, anglophone. Ouais. Et du coup, bah, tu as traduit tous les SEO que tu as fait en France, entre guillemets en français, en anglais, en espagnol, dans d'autres langues, etc., pour toucher les autres marchés. En fait, c'est allé assez rapidement, ce que tu m'avais dit. Ouais, bah là, tu vois, les autres langues, ça représente à peu près 15% du trafic, je crois. Ok. Et effectivement, bah, c'est assez simple. Hein. Si des gens recherchent un truc en anglais, il y a forte chance que ça intéresse les Espagnols aussi, tu vois. On n'est pas si différent que ça, tu vois. Donc effectivement, ça scale. L'inbound, ça scale. L'outbound, c'est vraiment fait pour les boîtes qui ont besoin de créer du lien, qui ont besoin de personnaliser leurs produits ou leurs services à la personne en face. Mais sinon, si tu es un SaaS, en fait, je vois beaucoup de SaaS qui font des démos pour vendre des produits à 50, 100 balles, etc. Mais t'as pas forcément besoin de ça, en fait. Tu vois. Le lien émotionnel, tu peux le créer, parce que là, souvent l'objection, c'est ah oui, mais créer du lien avec le client, etc. Mais si t'as une chaîne YouTube et que les gens ils te voient, etc., tu peux arriver à recréer ce sentiment de proximité via la vidéo sans forcément faire de call à chaque fois, tu vois. Ouais, autrement, et que ce soit plus scalable. Moi, c'est le conseil, c'est faites de la prospection que si vous êtes obligé. En fait, c'est ça. Tu vois. Parce qu'en fait, il y a beaucoup de. En fait, si tes mots-clés sont pas tapés dans Google et que c'est cher et que c'est personnalisé, bah oui, là, t'as pas le choix, en fait. T'as pas le choix parce que typiquement il y a un cas où, par exemple, si tu es self-service, tu veux ces services, mais que tu es un produit trop innovant, on va dire, tu es vraiment. Les gens cherchent pas ça sur Google. Il faut que tu leur fasses découvrir, tu vois. Là, tu es obligé. Nous, typiquement, tout le monde tape comment utiliser son navigateur, comment exporter des leads, etc. Donc, on a juste à prendre l'intérêt qui existe déjà. Sur des produits, sur des logiciels qui vont être plus révolutionnaires, on va dire, tu vois. Ouais. Là, faut faire découvrir aux gens. Donc là, tu es un peu pareil, obligé de commencer vers la phase de progression ou d'ads à mort, tu vois. Et, du coup, ça dépend aussi.
tes channels d'acquisition vont. Bah, c'est là où le channel market fit, typiquement, tu vois. Parce que est-ce que ton market, il est aware, tu vois, pour dire plein de mots anglais, est-ce que ton market, il est problem aware, solution aware? Nous, tu vois, notre marché, il est très solution aware. Il sait qu'il y a des scrappers, il sait qu'il y a des automatisations, etc. Il va les chercher, il va taper sur Google. Peut-être tu as d'autres marchés qui sont juste problem aware. Tu vois, ils savent qu'il y a le problème, mais ils savent pas forcément, ils connaissent pas les solutions précisément. Et tu as des marchés qui sont carrément, ils sont pas problem aware. Tu vois, ils savent pas qu'ils peuvent gagner, ils peuvent économiser 10 000 € par mois sur tel sujet. Ils savent pas en fait. C'est en dehors de leur cerveau. Et il faut que ce soit toi qui leur fasses découvrir. Et le niveau de maturité de ton marché sur ton problème va aussi définir tes channels d'acquisition. Tu vois. Et typiquement, le SEO YouTube, c'est un truc très solution aware. Ok. Et problem aware un petit peu aussi. En vrai, c'est ultra intéressant. Même là, je pense que la réflexion que tu as dû faire de ces ok, je fais la rétrospection, l'introspection de ces 2 ans, tu essayes d'en faire des systèmes là justement, et je vois que toi, tu es très tourné aussi un peu système. Et je pense que c'est comme ça qu'il faut aussi réfléchir, parce que souvent, on est vraiment dans l'action, mais après, au final, en fait, c'est quand même pas mal de briques qui s'interposent, et au final, tu peux prédire plus ou moins ce qui va se passer si tu as ces systèmes en tête. En tout cas, c'est trop cool, tu nous as bien résumé tout ça. Franchement, merci à toi, JB. Ça m'a fait trop plaisir en plus de te revoir sur le podcast. Yes. 2 ans, un an après. T'as dit quoi? J'ai dit en vidéo, en plus cette fois c'est cool. En vidéo en plus, ouais. La première vidéo sûrement que je vais mettre et publier et qu'on va utiliser, donc on va faire un peu de contenu vidéo. Donc voilà, c'est trop cool d'avoir fait ça avec toi. Et JB, moi je te dis à la prochaine. Prends soin de toi. Yes, pour la 3e fois. Yes. Avec 10 millions. C'est ça, on va faire palier par palier. C'est ça. Trop bien. Yes. Plein de bonnes choses. Prends soin de toi et à très vite. Toi aussi. Ciao. Salut. Ciao. J'espère que cet épisode t'a apporté de la valeur. Si tu veux me motiver et me soutenir pour faire encore plus de contenu, tu peux mettre 5 étoiles sur Apple Podcast et me confier tes problématiques en commentaire. Tu peux aussi le partager autour de toi si tu penses qu'il peut aider. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. En attendant, prends soin de toi.